les concepts de Business Object. Alors les concepts dans la version BI 4 et dans Webby que nous allons voir dans ces séquences sont les mêmes depuis l'origine de l'outil. Donc, normalement, pour extraire des informations d'une base de données, il est nécessaire de connaître très souvent le langage SQL et non seulement le langage SQL, mais aussi la structure de la base de données interrogée. Donc, les, comment sont organisées les données dans des champs, même placées dans des tables qui sont reliées entre elles par des jointures. Donc, c'est assez complexe et nécessite une bonne connaissance de la structuration de ces données. Pour résoudre ces problèmes, Business Object utilise une couche sémantique intermédiaire qui permet de masquer la complexité de cette organisation. Donc cette couche intermédiaire est appelée l'univers. Alors l'univers, à quoi ça ressemble précisément? Enfin précisément. Très souvent, les données de l'entreprise sont soit dans des ERP, soit dans des bases de données qui sont issues d'un développement applicatif interne à la société, soit encore ça peut être dans des data warehouses. On a vu ce que c'est que les data warehouses, ce sont des entrepôts de données. Mais dans tous ces cas-là, il faut connaître, donc, comme je vous le disais, la structure des données, l'organisation et très souvent le langage SQL. C'est assez complexe. Donc. Pour ceci, donc, les utilisateurs se voient masquer cette complexité par une couche que l'on voit ici dans le nuage du milieu, ce qu'on appelle l'univers. Cette couche est développée par les informaticiens et tout simplement donne des noms parlants aux champs de la base de données et simplifie la résolution des jointures entre ces tables par la construction d'objets métiers, les business objects, qui permet donc de rendre facilement compréhensible et utilisable des requêtes, des données structurées dans une base de données. Donc c'est ce qui correspond ici. Donc cet univers-là, nous verrons un détail un peu plus précisément l'univers sur lequel va s'appuyer les séquences que nous allons voir ensemble. Donc là, c'est un univers et l'utilisateur ne voit pas directement les données de la base. Ici, ça peut être une base DWH, c'est-à-dire Data Warehouse, ou une base ERP, par exemple SAP ou tout autre ERP. On aurait pu mettre aussi une application développée en interne dans la société avec plus précisément la base de données sous-jacente à l'application développée par la société. Et donc l'utilisateur va voir ici les années, enfin des objets qui sont en fait la transcription intelligente des données que l'on trouve dans la base de données. Alors, la base de la définition des univers, c'est ce qu'on appelle les objets. Nous allons faire un petit focus sur ces objets. Vous voyez qu'il y a l'objet année, l'objet trimestre, ça, ce sont des objets qui sont classés dans une structure appelée temps. Ces objets sont, dans les cas les plus simples, tout simplement le renommage d'un champ de la table. Ici, peut-être que année, c'est tout simplement l'équivalent de year de la table time, par exemple. Mais d'abord, outre que c'est mis en français, c'est aussi très souvent ça. On n'a pas besoin de savoir dans quelle table se situe cette information pour pouvoir l'utiliser dans des requêtes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs icônes devant les objets. Les objets de type dimension sur lesquels on va faire des interrogations ou que l'on va afficher dans les tableaux ou dans les diagrammes, ce sont des objets de type dimension. Ici, c'est avec une petite icône bleue devant. Les objets bleus avec une petite étoile verte sont des objets information. Les objets information, ce sont des attributs supplémentaires à une dimension. Ça permet de donner des informations supplémentaires. On ne fait pas vraiment en principe d'interrogation, de filtre sur ces données de type information. Et nous avons aussi des objets de type filtre qui ne sont pas visualisés tels quels, mais qui servent à interroger les données. Et ce sont des filtres prédéfinis par les informaticiens pour les utilisateurs, pour éviter qu'ils aient eux-mêmes à définir leur propre filtre. Nous verrons après dans les séquences sur les requêtes comment utiliser ces filtres. D'autres objets encore, ce sont les indicateurs. Les indicateurs, vous voyez, sont préfixés par une petite icône orange. À la différence des dimensions, les indicateurs sont des objets qui contiennent une règle de gestion. C'est-à-dire que ici, le CA, par exemple, ça va pas être un montant brut, mais c'est tout simplement, ça va donner le chiffre d'affaires. Donc ça va être
très souvent utilisé avec un opérateur d'agrégation. Par exemple, somme du montant des achats des magasins. Donc, c'est l'informaticien qui va définir la règle de gestion de l'indicateur. Et chose d'autant plus intéressante, c'est que ces indicateurs se comportent différemment selon les objets avec lesquels ils sont placés. Nous verrons ceci dans l'élaboration des requêtes. Mais si l'on place l'objet CA avec ville, par exemple, ça va donner le chiffre d'affaires généré dans toute la ville ou dans toutes les villes. Alors que si on place l'indicateur CA avec le nom du magasin, ça ne donnera simplement que le chiffre d'affaires du magasin ou de tous les magasins. Donc, ces objets indicateurs sont des objets dynamiques qui se comportent un peu différemment. Ça donnera toujours des montants numériques, donc des chiffres d'affaires, mais ces chiffres d'affaires pourront être les chiffres d'affaires du magasin, d'une ville, d'un état, d'une année si on la colle avec un objet de type année comme celui-ci. Et donc, ce sont des objets dynamiques. Alors, nous avons vu donc la définition des objets. Les classes et sous-classes, nous avons vu aussi, c'est-à-dire que les objets, très souvent, on a une pléthore, on a beaucoup d'objets dans un univers. Dans l'exemple que nous allons utiliser, nous avons une cinquantaine d'objets à tout casser, mais très souvent, il peut y avoir 250, 500, voire 1000 objets. C'est très difficile de se retrouver dans tous ces 1000 objets, donc ces objets sont placés par des classes d'entités, des classes d'objets qui permettent de s'y retrouver plus facilement. Donc, vous voyez ici ces classes d'objets. On a la classe temps qui donne les objets de type chronologique, année, trimestre, mois. La classe magasin qui donne des informations sur le magasin, non seulement le nom du magasin, mais aussi son implémentation géographique, la ville, son état. On est dans un exemple qui se situe aux États-Unis. Donc, état non pas au sens pays, mais au sens état des États-Unis. Nous avons aussi des sous-classes, c'est-à-dire ici les détails du magasin, c'est une sous-classe de la classe magasin. Nous verrons aussi tout ceci plus en détail dans les séquences sur les requêtes et sur la mise en forme des rapports. Les listes de valeurs. Alors, les listes de valeurs, c'est tout simplement des valeurs issues d'un objet. Par exemple, la liste des valeurs de année, ça va donner, dans l'exemple que nous avons sur cet univers, il y aura simplement les années, je crois, 2010, 2011, 2012. Mais quand on fait des requêtes avec des interrogations, des filtres, plutôt que de taper au hasard une année sans qu'on en sache très bien quelles sont les années que l'on peut prendre, on a la liste de valeurs des années. Mais ça peut être aussi dans un univers par exemple sur les États. Là, on ne connaît pas forcément tous les États des États-Unis, en tout cas tous les États dans lesquels on a des magasins pour cette chaîne de magasins. Donc nous avons les différents États dans lesquels on a des magasins. Ça peut être aussi les pays de vente, enfin dans d'autres univers, par exemple les pays de vente, on ne connaît pas tous les pays de vente, il y aurait une liste France, Italie, Espagne dans lesquels les produits ont été vendus. Le document, c'est ce qu'on appelle souvent par abus de langage rapport ou état. Le document est l'unité un petit peu, ça correspond à un fichier informatique, ça correspond à un classeur chez Excel. C'est le document qui va regrouper un ensemble de requêtes, une ou plusieurs requêtes, et à l'intérieur de ces requêtes, servent à construire des tableaux, des graphes, etc. Et ces tableaux, ces graphes sont organisés dans des rapports. Donc c'est dans les rapports qui sont les équivalents des onglets dans Excel. Ce sont des onglets. Vous voyez ici, ça n'a pas été renommé, il y a rapport 1, rapport 2 qui sont affichés en bas du document. Et le document donc est constitué de l'ensemble de ces rapports. Il peut y avoir un seul rapport, il peut y en avoir plusieurs. Il est conseillé, nous verrons cela plus tard, de donner des noms un peu plus parlants que rapport 1, rapport 2 au nom de rapport. Mais parfois, par abus de langage, on parlera de rapport, alors qu'il faut parler de document. Un document est constitué de plusieurs rapports. À l'intérieur de chacun de ces rapports, on a des blocs et cellules. Alors les blocs, c'est un peu comme un tableau, encore une fois, en Excel, mais un peu plus sophistiqué. Là, vous voyez, par exemple, vous avez un tableau classique, un tableau verticale où vous avez les noms des entêtes. Ici, c'est l'objet, les valeurs de l'objet année, les valeurs de l'objet trimestre, le nom du magasin, le chiffre d'affaires et la marge. Donc, on a des valeurs ici. Ça peut être un tableau croisé. C'est ce qu'on appelle aussi en Excel un tableau croisé dynamique où les colonnes ici, l'entête des colonnes est dynamique et vous avez ici les noms des magasins et en face, vous avez donc dans les intersections des lignes et des colonnes, ici, vous avez les cellules. De même ici, c'est ce qu'on appelle les cellules par analogie dans Excel où les cellules
d'un classeur sont les intersections des lignes et des colonnes. On peut aussi avoir des diagrammes, donc un diagramme assez simple ici, un diagramme de type secteur, qu'on appelle parfois un diagramme camembert, mais il peut y avoir des diagrammes, surtout dans cette version-là, on verra ça dans le chapitre sur les séquences sur les diagrammes, des diagrammes très très sophistiqués. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu l'univers de démonstration. Je vous dirai quelques mots de cet univers qui est vraiment un univers très très simple par rapport aux univers qui existent dans la réalité des entreprises. Sur les concepts de BO, donc, pour l'instant, nous avons vu deux parties. L'univers. L'univers, je vous rappelle que c'est défini par les informaticiens et c'est tout simplement la définition de la couche sémantique qui masque la complexité des données de la base de données sous-jacente. Le document, par contre, c'est ce que voit l'utilisateur, c'est ce qu'utilise l'utilisateur. Il peut éventuellement définir ses propres documents, mais très souvent, il utilise déjà des documents euh, définis soit par les informaticiens, soit par d'autres utilisateurs, par exemple les MOA ou des key users, comme on dit. Mais ce sont donc des documents qui sont constitués éventuellement de plusieurs rapports, chacun de ces rapports pouvant avoir des tableaux croisés, des diagrammes, mais ce sont ces documents qui contiennent l'information classée telle que le souhaitent les utilisateurs, avec des statistiques sur les chiffres de vente, les quantités vendues, achetées, les l'état des stocks, etc., suivant les univers utilisés. Donc on a les univers qui sont créés par les informaticiens, les documents qui sont utilisés et éventuellement aussi conçus par les utilisateurs, et tout ça est mis en forme dans un référentiel, c'est ce qu'on appelle, je vais très vite présenter l'autre jour, la CMC. Donc c'est tout simplement un environnement un environnement défini par les informaticiens, ou plus précisément par les administrateurs, qui permettent de définir les droits des les utilisateurs selon leur profil, les documents auxquels ils ont accès, les données même auxquelles ils ont accès, parce que tous les utilisateurs pour un même document n'ont pas forcément accès à toutes les données. Donc certains utilisateurs verront certaines lignes, d'autres utilisateurs verront une autre partie des données. Typiquement dans l'exemple sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, on pourrait très bien admettre que certains commerciaux ne peuvent voir que les données, les chiffres d'affaires, les données vendues sur les magasins de leur état, et non pas les chiffres d'affaires générés par les magasins des États de leurs collègues, au sein de l'entreprise. Donc ceci se fait donc dans la CMC et c'est en se connectant sur le portail qu'on appelle maintenant BI Launchpad, on verra ceci dans des exemples dans des prochaines séquences, que Business Object, la CMC récupère le login de l'utilisateur et avec son profil lui donne tel ou tel droit. Certains utilisateurs, par exemple, peuvent avoir le droit de concevoir ou de modifier des documents, d'autres ne peuvent que rafraîchir des documents, d'autres encore ne peuvent que visualiser des documents sans pouvoir même les rafraîchir, c'est-à-dire sans relancer l'exécution de la requête.